J'invite maintenant Véronique Montemont, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine, spécialiste des écrits personnels, en particulier des autobiographies et des journaux. Elle dirige la base de données Frontex. Elle a co-dirigé avec Catherine Violet, Le Moi et ses modèles et Archives familiales, mode d'emploi. Et donc on continue dans la foulée pour ensuite... Oui. En 1987, dans sa préface aux essais d'égo-histoire, Pierre Nora incitait les historiens à, je le cite, essayer d'appliquer à soi-même, chacun dans son style et avec les méthodes qui lui sont chères, le regard froid, englobant, explicatif qu'on a si souvent porté sur d'autres. Alors c'était assez nouveau tout de même, et ce retour réflexif avait pour objet de situer historiquement, socialement et épistémologiquement la pensée d'un auteur. C'est logique, on comprend mieux la pensée d'un historien quand on sait ce qui a formé cet historien en termes d'expérience de vie. Donc l'histoire convoquait l'autobiographie pour s'éclairer. 30 ans plus tard, on peut avoir une impression symétrique, celle que dans plusieurs des productions autobiographiques contemporaines, c'est au contraire l'autobiographie qui a convoqué l'histoire pour s'élaborer. En s'inscrivant dans le courant de récits générationnels, que Laurent Demanze, Dominique Viard appellent des récits de filiation également, certains historiens et sociologues, devenant leur propre objet, ont élaboré un récit biographique familial en lui appliquant des procédures d'enquête qui sont empruntées à leur discipline d'exercice, celles qu'ils sont professionnellement. Plusieurs textes illustrent cette dynamique dont les épiphénomènes sont maintenant suffisamment nombreux pour qu'on puisse les étudier comme un corpus. Cela dit, c'est pas parce que je mets des œuvres ensemble qu'elles sont identiques. On est bien d'accord, un corpus, c'est une fabrication. Donc, on peut citer ici Philippe Artière, Ivan Jablonka, Mona Ouzouf, Martine Sonnet ou encore Michel Vinocq, qui sont les 5 auteurs dont je vais parler aujourd'hui. Alors, dans ce cas précis, dans une démarche d'historien qui se lance dans l'autobiographie ou dans la biographie familiale, comment concilier l'objectivité et la subjectivité, la connaissance intime de l'histoire personnelle de la famille, parfois déformée par des épaisseurs de récits générationnels, et la supposée sécheresse du savoir historique. Comment faire coexister deux écritures qui sont en théorie antinomiques, l'une qui est supposée mettre en scène des émotions, puisque l'autobiographie c'est quand même ça, c'est le domaine de l'affect, et l'autre marquée par l'exigence de la précision et de la factualité. Dans L'Histoire est une littérature contemporaine, qu'il a sous-titré Manifeste pour les sciences sociales, Ivan Jablonka appelle à dépasser cette opposition entre texte historien et texte littéraire. Pour lui, je le cite, « Il ne s'agit pas de tuer l'histoire à coups de fiction et de rhétorique, mais de la retremper par une forme, une construction narrative, un travail sur la langue, dans un texte enquête qui épouse son effort de vérité. » Voyons donc quelle forme ce texte enquête va prendre pour se déployer. Alors, le pacte autobiographique, on le sait, se caractérise, entre autres conditions, il y en a plusieurs, par le fait que l'auteur est aussi le narrateur et le personnage de son livre. Et on peut ajouter, dans certaines autobiographies, à cette triple incarnation, un quatrième rôle, une quatrième dimension, qu'on pourrait dire réflexive ou métadiscursive, si on veut utiliser un mot de plus de 4 syllabes. C'est la dimension de l'enquêteur, puisque ce narrateur, auteur, personnage, se met en scène dans sa propre recherche et sa propre collecte de traces, celle dont il a besoin pour construire le récit de son existence ou celle de ses parents ou de ses grands-parents. Donc tous les textes que j'étudie ici sont écrits par des historiens. Et afin de mieux comprendre pourquoi cette profession, qui est particulièrement marquée finalement par le souci d'objectiver le fait humain, a fini par succomber de façon assez significative à ce que Philippe Gasparini appelle la tentation autobiographique, il me semble justement intéressant de se référer à ce que proposait Pierre Nora avec le concept d'égo-histoire. Puisque au départ, les essais d'égo-histoire, c'est une demande de Nora à un certain nombre d'historiens de produire un récit de vie qu'ils ne conçoivent pas comme un récit personnel stricto sensu. Par exemple, les gens ils parlent très rarement de leur famille ou de leur vie privée, mais comme un récit de formation intellectuelle, morale et politique. Alors, 7 historiens ont répondu à l'appel, d'autres ont décliné l'offre, mais ont gardé l'idée pour plus tard la réinvestir dans leurs propres travaux autobiographiques. Et ces essais d'égo-histoire ont quand même durablement marqué la façon de s'écrire des historiens en France, en tout cas.
Alors, j'ai quelques raisons de croire que pour la plupart des auteurs de ce corpus, évidemment, ils étaient au courant de ce qu'étaient les essais d'égo-histoire. Donc, Michel Vinocq, c'est un contemporanéiste réputé, l'auteur du siècle des intellectuels, qui a beaucoup travaillé sur la période de l'avant-Seconde Guerre mondiale, sur les mouvements de gauche, les mouvements de droite, en fait, sur divers mouvements politiques. Mais en 2003, il a publié Jeanne et les siens, qui est une fresque familiale qui remonte l'histoire de sa famille jusqu'à la génération de ses grands-parents. En ce qui concerne Martine Sonnet, qui est ingénieure de recherche à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, elle a plutôt travaillé sur l'histoire des femmes, l'éducation des femmes, à laquelle elle a consacré un ouvrage et plusieurs articles. Mais en 2008, elle a publié Atelier 62, qui est un récit qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, un livre qui évoque à la fois son enfance à Clamart, en banlieue parisienne, et la profession de son père, qui était fondeur chez Renault, à Billancourt, à l'Atelier 62. Mona Ouzouf, que tout le monde connaît, je ne vais pas peut-être réexpliquer qui est Mona Ouzouf, cette grande historienne de la Révolution française, qui a publié en 2009 un ouvrage qui s'appelle Composition française, une autobiographie qui se présente de prime abord comme un récit d'enfance, avant de se muer peu à peu en une réflexion finalement sur le phénomène de construction identitaire, justement entre particularité régionale et nationalisme, puisqu'elle a été élevée entre la culture française et la culture bretonne. Ivan Jablonka, lui, qui est maintenant très connu aussi, notamment depuis sa dernière actualité littéraire, a publié en 2012 l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eue, une reconstitution de la généalogie familiale depuis le début du XXe siècle, puisque ses deux grands-parents paternels sont morts en déportation. Et enfin, Philippe Artière, dont on sait qu'il a beaucoup travaillé sur les personnages de criminels et de fous, a publié Vie et mort de Paul Génie en 2013, un livre qui a comme point de départ l'assassinat de son arrière-grand-oncle Paul Génie. Et Philippe Artière a profité d'un séjour à la Villa Médicis pour écrire ce livre. Alors, il y a un point commun entre ces ouvrages, c'est que ce sont tous ce qu'on pourrait appeler justement des récits générationnels ou de filiation, puisqu'ils enquêtent tous au moins une génération au-dessus, ce qui les rend évidemment perméables au modèle de l'enquête, dans la mesure où ils vont engager leur auteur dans une forte dynamique de recherche de documents et de témoignages. On peut à la rigueur en faire l'économie quand il s'agit de soi, mais quand on remonte sur 2 générations, ça n'est pas possible. Alors, puisque c'est d'enquête qu'il s'agit, on peut commencer par un petit aperçu lexical. Ça fait toujours du bien, un petit aperçu lexical. Donc, le substantif enquête et le verbe enquêter reviennent dans 4 des ouvrages. Seul Michel Vinocq ne le mentionne pas. Et l'examen des occurrences permet de faire émerger une intéressante polysémie, puisque l'enquête, dans un premier temps, pour ces auteurs, et ça ne nous surprendra pas, c'est le résultat d'une recherche en sciences humaines ou sociales effectuée par d'autres qu'eux, un outil de travail dont ils sont familiers. Martine Sonnet évoque par exemple le terrain d'enquête de l'anthropologue Paul-Henri Chombard-Delauve et l'historien et sociologue Jacques Frémontier quand il enquêtait en 1970. Mona Ouzouf, elle, cite Dulor, qu'elle appelle l'inventeur de l'enquête ethnographique en France. Elle mentionne les enquêtes sur les instituteurs et explique qu'elle y a elle-même participé. Ivan Jablonka, lui, parle de certaines enquêtes sociologiques. Une seconde partie des occurrences désigne l'enquête au sens cette fois policier, judiciaire ou administratif. Donc c'est celle, par exemple, que la police française a menée sur les grands-parents juifs polonais d'Ivan Jablonka, ou la police italienne sur l'assassinat de Paul Génie, qui a été poignardé dans une rue de Rome par un déséquilibré. Une troisième acception, qui est, elle, métadiscursive, concerne plutôt la démarche que les auteurs sont en train d'accomplir en écrivant leur récit générationnel. C'est surtout Philippe Artière et Ivan Jablonka qui l'utilisent dans ce sens-là. Et Jablonka manie le mot avec certaines précautions, puisque une enquête, c'est tout de même le titre général de son ouvrage, de Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, mais il prend soin de préciser dès le début que sa démarche, je le cite, est un acte d'engendrement, le contraire d'une enquête criminelle. Donc c'est une enquête, mais ce n'est pas n'importe quelle enquête. Alors on trouve également un vocabulaire connexe, celui des indices et des preuves, qui est ressorti aussi bien au judiciaire qu'au littéraire. En ce sens, ici, l'historien, qui se fait écrivain, rejoint involontairement la figure popularisée par les séries policières, celle de l'enquêteur scientifique, dans sa préoccupation de sauver les indices avant qu'il ne soit trop tard. Il faut préserver la scène de crime. Donc Martine Sonnet écrit, par exemple, « Il est grand temps
que je me mêle de cette histoire aux traces de papier rares et bientôt illisibles. Ça, c'est quand elle consulte les contrats de travail de son père. Même sentiment d'urgence chez Ivan Jablonka. Il est donc urgent, avant l'effacement définitif, de retrouver les traces, les empreintes de vie qu'ils ont laissées. Alors, Mona Ozouf, elle cherche aussi son père, mais elle a moins de matériaux à ses dispositions. Donc, elle explique qu'elle essaye de le comprendre dans les traces, je la cite, de ses admirations, sur lesquelles je me suis souvent interrogée. Et Artière évoque son grand-oncle dans, je cite, « les minces indices retrouvés ». Il y a donc dans ces recherches quelque chose qui s'apparente à une volonté procédurale, une rigueur policière, ce que Ivan Jablonka exprime explicitement et assez solennellement d'ailleurs. Il dit « Je veux que mon récit soit indubitable, fondé sur des preuves, au pire des hypothèses et des déductions ». Alors, où est l'énigme? Puisque dans une enquête, on cherche quelque chose. Alors, cette polysémie du mot enquête n'est évidemment pas anodine, hein, puisque chez ces chercheurs qui sont rompus aux procédures d'investigation scientifique, ce qui est nouveau pour eux, c'est pas du tout le fait de se mettre à la recherche d'indices et de preuves, ça c'est leur métier, ils sont historiens, c'est de faire de leur propre vie et de la vie des leurs leur terrain d'investigation. Donc, qui dit enquête dit objet de l'enquête, ce qui nous renvoie à la question de ce qu'ils cherchent. Et là, il y a des variations assez importantes selon les cas, d'autant que cet objet de la quête, il est plus ou moins objectivé. Alors Michel Vinocq va lui raconter la vie de sa famille dans Jeanne et les siens, sans chercher particulièrement à mettre un nom sur l'objet de sa quête. C'est un récit chronologique assez classique, et il faut attendre les dernières pages du livre pour que l'auteur avoue finalement le sentiment intime d'une dette à honorer envers ses deux frères aînés, Pierre, qui l'a poussé à faire des études, et André, son frère amoureux de la littérature, qui est mort de tuberculose à 22 ans et qu'il admirait beaucoup. Vinocq dit en parlant de lui, « Modèle tutélaire, il m'a légué le goût des livres et de la littérature en même temps que sa bibliothèque ». Or, Michel Vinocq a retrouvé le journal de son frère André, qu'il a republié presque in extenso en l'incluant au sein de ce récit générationnel, Jeanne et les siens. Et c'est une façon pour lui de donner une seconde vie à ses écrits dans lesquels il voit, je le cite, les jalons d'une œuvre encore adolescente que la mort avait interrompue à peine entamée. Donc l'objet du récit, en réalité, c'est de redonner vie à André. Mona Ozouf, si elle utilise bien le terme énigme, l'applique plutôt à des problématiques historiques, mais il y a bien une enquête en fait qui forme le point de départ de son livre, celle qu'elle mène sur Yann Soyer, son père, qui était un militant de langue bretonne, qui est mort alors qu'elle avait 4 ans. Donc autant dire qu'elle ne l'a pas connu. Elle ne connaît cette figure paternelle qu'à travers les récits rapportés, qui vont le nimber d'une aura fabuleuse, puisqu'il est père et militant. Et c'est à la fois en tant que fille et en tant qu'historienne que l'auteur cherche à explorer, en analysant la formation politique de son père, je la cite, « sa légende de combattant de l'idée bretonne, née d'un itinéraire singulier sur lequel je m'interroge toujours ». Et on se rend compte dans la première partie de ce récit que cette quête n'est pas neutre du tout, puisque il y a de la part de l'auteur le désir de savoir si, oui ou non, Yann Soyer a été sympathisant des nationalistes bretons, sachant que c'est une suspicion grave, puisque dans les années 30, les nationalistes bretons s'inspiraient directement des idées hitlériennes pour prôner une forme de nationalisme exacerbé. Donc, en gros, la question, c'est de savoir si son père a été à un moment donné sympathisant d'une idéologie fasciste, et il se trouve que sa correspondance va démontrer que non. Pour Martine Sonnet, l'enjeu était plutôt de réactiver une mémoire ouvrière en train de se perdre, puisqu'elle a commencé le livre, elle m'avait expliqué ça dans un entretien qu'elle avait donné pour La Faute à Rousseau, à un moment donné où à la fois la banlieue française était à feu et à sang, elle avait grandi en banlieue, l'usine, enfin la friche de Billancourt était en train d'être démontée, donc on allait perdre la trace même matérielle de ce qu'avait été l'endroit, et sa sœur venait de mourir. Donc il y avait une triple perte pour elle qui a nécessité l'élaboration de ce récit. Et pour Ivan Jablonka, les enjeux sont entrelacés, mais assez clairement formulés. Il veut faire une biographie familiale, une œuvre de justice et un prolongement de son travail familial. Donc il tente de reconstituer la trajectoire personnelle et politique de Matej et Idesha Jablonka, qui étaient deux militants communistes polonais. Et enfin, Philippe Artière va se pencher sur l'énigme de la mort de Paul Génie et la personnalité de son assassin, Bambino Marchi, dont il sait qu'il a été considéré comme fou et emprisonné, mais dont il ne sait finalement pas beaucoup plus.
Alors, après l'objet, on a le personnage enquêteur, puisque le paradigme de l'enquête permet d'éclairer un aspect des récits qui est d'ordinaire absent de l'historiographie classique, c'est la subjectivité. Littérairement, l'autobiographie se traduit par l'expression récurrente de la première personne. On va retrouver ici un certain nombre de sentiments, de croyances, de spéculations qui normalement ne sont pas l'apanage du récit historique. Par exemple, Martine Sonnet écrit « Quand je lis l'écho des métallos Renault à la Bibliothèque nationale de France, je suis frappée par la qualité de l'écriture, jamais en défaut, la syntaxe ni l'orthographe. Je me demande qui tenait la plume. » Alors, cette subjectivité est renforcée par la proximité affective, puisqu'en parlant des siens, l'historien n'est pas du tout à sa distance habituelle, donc il doit composer avec ses propres sentiments d'amour, de rejet, ses présupposés, ses légendes familiales, qui sont une part de sa documentation. Donc, la distance requise est plus difficile à maintenir, et finalement, au récit principal va se greffer souvent une espèce de sous-conversation, si je reprends cette très vieille expression de Nathalie Sarraute, mais qui est bien sympathique, l'expression est Nathalie Sarraute. Et cette sous-conversation, c'est un récit second, en fait, où le narrateur ou la narratrice se décrivent eux-mêmes en train de chercher, avec toute une mise en marche d'affect, de doute, de trouble ou de sentiments. Alors, la mise en scène de la quête elle-même, elle est plus ou moins prononcée selon les récits. Dans plusieurs cas, on a presque un road movie scientifique, tant nombreux sont les voyages sur la trace des disparus, puisqu'on voit Jablonka se rendre tour à tour en Pologne, à Partchev, à Auschwitz, en Israël, en Argentine, en Bretagne, en banlieue parisienne, à Fontainebleau, avec parfois des notations d'atmosphère, comme lorsqu'il arrive en Argentine, il retrouve des cousins, enfin des petits cousins. Il écrit « Nous nous étreignons sur le parking, dans la chaleur caniculaire, ou à Lhuîtré, en Bretagne. Aujourd'hui, c'est comme hier, c'est la même émotion, des morceaux se recollent soudain, des images s'animent. » Philippe Artière, lui, va commencer... Alors, c'est plus particulier, parce que quand il commence Vie et mort et Paul Génie, en fait, ce qu'il nous explique, c'est qu'il est déguisé en prêtre. Il s'est acheté une soutane, donc il s'est habillé en prêtre, et il marche dans les rues de Rome, ce qui est une façon assez curieuse de démarrer son enquête. Et il dit avec Noël et Andreas, donc deux amis à lui, « Nous parcourons le chemin qu'avait fait Paul. Je ne me contente pas de marcher dans ses pas à partir des minces indices retrouvés, mais je joue Paul Génie. Me voilà à interpréter un rôle dont je n'ai ni les dialogues, ni la didascalie. » Et plus tard encore, il fait l'homme sandwich dans Rome avec des slogans philosophiques placardés sur lui. Alors, il va également se rendre à l'ancien asile psychiatrique de Reggio Emilia, à Genève, à Paris, à Picauville, à Trieste, avec là encore de fortes notations d'atmosphère qui marque sa subjectivité. Alors le récit devient finalement une image animée de la quête historique. On voit des personnages en train d'observer, de parler, de déplier l'archive, avec pas mal de notations qui parfois deviennent même un peu théâtrales. Par exemple, Ivan Jablonka fait un jour une découverte importante dans un registre et il écrit « J'appelle aussitôt mon père, lui annonçant que ces dossiers vont bouleverser la vision qu'il a de ses parents. Avec ma mère, il vient immédiatement me retrouver à Fontainebleau et, frappé par l'ampleur de ma découverte, me gratifie d'un balèze, point d'interrogation. » Alors, prenons maintenant le problème sous un autre angle. Qu'apporte le modèle de l'enquête, finalement, qui est développé ou exploité par ces historiens, dans ces récits de filiation d'un point de vue épistémologique? Est-ce que c'est un modèle qui est fécond ou est-ce qu'au contraire, c'est parasite, c'est contre-productif? Parce qu'une enquête biographique, justement, ce n'est pas tout à fait un roman policier. Et les auteurs en sont conscients d'une possible dérive fictionnelle avec la volonté explicite de combattre la tentation de l'inventer. Ivan Jablonka, qui d'ailleurs parfois un peu contradictoire sur ce point-là, écrit « Je pourrais inventer un bruit de pas dans l'escalier, des coups assénés contre la porte, un réveil en sursaut, mais je veux que mon récit soit indubitable, fondé sur des preuves, au pire des hypothèses et des déductions. » Mona Ouzouf exprime le même genre de prévention. Elle écrit « En cherchant aujourd'hui à reconstituer son baluchon d'idées, d'émotions, d'aspirations et de croyances, j'ai conscience de poser le pied sur un terrain très mouvant. Non seulement parce que je crains de lui prêter ce que je souhaiterais qu'il eût pensé, mais parce que voltigent autour de sa mémoire les légendes contradictoires, souvent intéressées. Et comme on l'a vu politiquement, l'enjeu de l'interprétation de la trajectoire politique de son père n'est pas neutre, n'est pas simple. Donc finalement, le principal terrain de cette renégociation entre l'objectivité et la subjectivité, l'écriture narrative et l'écriture scientifique, c'est l'archive, puisque l'archive, c'est à la fois le guide et le garde-fou, et en même temps, c'est un espace réflexif sur sa pratique de chercheur et d'historien.
Alors, ce qui est frappant quand on lit ces textes, quand on lit beaucoup d'autobiographies, ce qui est frappant quand on lit ces textes-là, ces textes d'historiens, c'est que ces œuvres présentent un intertexte particulièrement nourri qui va vraiment placer le texte dans un entre-deux générique. Certes, c'est une autobiographie, mais elle est fondée sur une documentation qui souvent dépasse vraiment très largement l'aune de l'archive privée ou familiale. Le nombre de notes et de bas de page est nombreux. Le texte de Mona Ozouf en comporte par exemple 50 et 64% d'entre elles sont des notations bibliographiques. Et au total, elle cite une quarantaine d'ouvrages et d'articles avec deux courants principaux, l'histoire des mouvements bretonnants et l'histoire de l'éducation. Dans Atelier 62, on trouve des références à 21 ouvrages, essentiellement d'histoire et de sociologie, autour de la question du travail, auxquels il faut ajouter 2 récits autobiographiques d'anciens travailleurs de la régie Renault. En plus, Martine Sonnet a consulté les archives Renault, le bulletin d'information de la RNUR, le bulletin de la section d'histoire des usines Renault, ainsi que les gazettes syndicales et politiques, notamment la gazette communiste de Renault qui s'appelait l'Écho des métallos. Soit un total de près d'une trentaine de sources. Alors, chez Michel Vinocq, il n'y a pas de note de bas de page, mais un intertexte historique extrêmement abondant, puisque l'auteur va reproduire, entre guillemets, beaucoup de déclarations, par exemple de Herriot, de Pétain, de Laval, une profession de foi de Marc Sangnier, et il se réfère beaucoup à la presse des années 30, à Gustave Hervé, en citant le travailleur socialiste, le piou-piou de l'Aune, la guerre sociale, la croix du dimanche, la victoire du dimanche, l'intransigeant, Gringoire. Chez Artière, multitude de sources, surtout privées, la correspondance de Paul Génie, mais aussi les lettres de Bambino Marquis, l'assassin. Et chez Yvan Jablonka, il y a 42 pages et 500 notes de bas de page. Donc c'est un travail documenté. Alors c'est très bien d'avoir toute cette documentation, mais la question c'est comment est-elle réappropriée par le texte? Comment coûte-t-on finalement une telle masse archivistique à un texte autobiographique? Alors bien sûr, la place de l'archive, elle est reconfigurée par la forme autobiographique, alors que souvent dans le texte historien scientifique, l'archive a un statut ancillaire, convoqué pour les besoins d'une démonstration ou comme était d'une preuve. Dans ces textes-là, l'archive a une véritable autonomie et beaucoup d'auteurs ont privilégié une forme d'intégrité du document. On a parlé tout à l'heure du journal du frère de Michel Vinocq qui est reproduit in extenso et il représente quand même plus de 10% du volume total du livre. Et sa trace matérielle, finalement, est la plus fidèle, celle aussi de l'interruption d'une jeune vie. Je cite Vinocq, la phrase du journal est restée suspendue, sans ponctuation. Ce sont les derniers mots écrits de Marcel. Mon frère est mort le samedi 24 octobre 1944. Martine Sonnet, elle a opté pour une construction très originale qui a divisé son récit en deux. Une partie de chapitres sont des chapitres alternés, les uns en chiffres romains, qui relate ce qu'elle a pu reconstituer de la vie à l'usine, et les autres en chiffres arabes qui se concentrent sur le quotidien familial et forment la partie discrètement autobiographique du récit. Alors par exemple, le 3e chapitre sur l'usine, qui s'appelle Métier, consiste en une liste de professions exercées au sein de l'atelier. C'est vraiment une liste, et l'auteur commente ainsi sa démarche. Je les classe par ordre alphabétique pour ne faire de peine à personne, et j'en ajouterai, tant que j'en trouverai, des mots pour dire la diversité des hommes. Le chapitre 7, qui s'appelle Feuille de paye, c'est juste un collage d'échanges entre les délégués du personnel de chez Renault et la réponse qui est faite par Renault aux questions des délégués du personnel, ce qui permet au passage d'apprécier quand même le cynisme de la régie. On se rend compte que le fait que la vie humaine n'ait pas vraiment de prix dans un grand complexe industriel, ça n'est pas nouveau. Yvan Jablonka, lui, a cité plusieurs fois des lettres in extenso, mais c'est certainement Philippe Artière qui a le rapport le plus poussé et le plus original à l'archive, qui est multiple dans son livre. On trouve des lettres de la famille de Paul Génie, des témoignages, des brouillons de libellés pour la plaque commémorative qui fait apposer à la mémoire de Paul Génie, des plaques de rue, des graffitis. Il note, je fais le relevé sauvage de ces écrits minuscules, de la correspondance administrative, des coupures de journal, des notes personnelles de Génie durant la guerre, des slogans philosophiques et surtout la correspondance et les notes de Bambino Marquis, l'assassin. Il espérait retrouver le récit autobiographique de Marquis dans son dossier judiciaire. Il ne l'a pas retrouvé, mais il a retrouvé sa correspondance. Donc l'historien, exégète, herméneute, laisse parler l'archive et il se met ici en retrait, préférant, dans ce qui est vraiment l'optique foucaldienne du Moi Pierre Rivière, par exemple, conserver l'intégrité du document et laisser le lecteur se former sa propre opinion. C'est très bien expliqué dans la préface de Moi Pierre Rivière, cette volonté justement de se soustraire au discours institutionnel qui serait là pour juger ou condamner.
Alors, recréer cette rencontre entre le lecteur et le document, c'est finalement une façon de faire revivre au lecteur ce que l'historien lui-même a vécu au moment où il a trouvé le document. Et les points saillants de plusieurs de ces textes sont la mise en scène de la découverte du document longtemps convoité, qui va être justement très libérateur des affects et des émotions. Artière écrit « Dans une recherche, c'est toujours un moment singulier que de trouver de tels documents. » Ici, les lettres de Bambino Marchi. Soudain, un personnage s'incarne par ses écrits. Physiquement, il devient, il fait présence. Martine Sonnet, elle, va s'interroger assez longuement sur un certificat d'essai professionnel dactylographié, puisque son père, il est écrit que son père est forgeron main, formeur en profil, profil LES. Donc elle s'interroge sur ce E, en se demandant si c'est une faute de dactylographie ou si la dactylo a omis l'accent aigu et que son père était formeur en profilé. Et elle écrit « On ne pensait pas que 50 ans plus tard, la plus jeune de ses filles irait se poser une question pareille. » Et enfin, c'est sûrement Ivan Jablonka qui exprime la chose de la façon la plus solennelle. Il écrit « Nous passons ensuite au registre de la 16e chambre du tribunal correctionnel de la Seine. Nous tournons les pages fébrilement. Émotion, il, donc Matej, son grand-père, est là. Je crois que je suis devenu historien pour faire un jour cette découverte. » Donc ces notations qui se colorent d'inflexions sentimentales, parfois dramatiques, replacent ici la subjectivité au cœur du processus de recherche. Et le récit a beau ne pas être romanesque, il se tend comme un miroir au chercheur qui, du coup, est conduit à interroger sa propre pratique. Et c'est là peut-être la qualité, l'intérêt de la description du processus d'enquête, parce qu'il permet, dans ses récits autobiographiques, un retour réflexif, plus ou moins implicite, sur sa propre pratique, puisque en tentant d'explorer un pan mal connu de leur histoire familiale, les auteurs jettent aussi un éclairage rétrospectif sur le choix de ce qui a été leur objet d'étude en tant qu'intellectuel. Alors, selon le classicisme du récit, selon l'âge des auteurs aussi, l'enjeu va être plus ou moins explicite. Par exemple, Michel Vinocq et Mona Ozouf ont produit 2 récits familiaux, très classiques dans leur forme, progression chronologique, c'est une forme d'autobiographie familiale canonique, et il faut vraiment attendre les dernières lignes de composition française pour que Mona Ozouf avoue ce qui l'a poussé à entreprendre ce pari autobiographique. Elle écrit « Après tout, c'est l'individu qui tient la plume et se fait le narrateur de sa vie. Le narrateur, c'est-à-dire l'ordonnateur, l'arrangeur, l'interprète. Or, la narration est libératrice. C'est elle qui fait de la voix presque mienne d'une tradition reçue, la voix vraiment mienne d'une tradition choisie. Elle qui dessine l'identité, mais sans jamais céder à l'identitaire, car le parcours biographique corrige, nuance, complique à l'infini la vision absolutisée des identités. Tel est en tout cas le sentiment qui m'a conduite à reconsidérer l'austère commandement qui invite les historiens à s'absenter, autant que faire se peut, de l'histoire qu'ils écrivent, puis déterminer toute réflexion faite à le transgresser. Et c'est vrai qu'on comprend mieux, à la lumière de son enfance coupée en deux, pourquoi la question du jacobinisme l'a tant intéressé. Michel Vinocq, lui, sans hasard, a travaillé aussi sur les années qui ont précédé la guerre, puisque c'est un enfant qui a vécu son enfance pendant la guerre. Et dans le livre, il exprime parfois son choc à se rendre compte, dans l'histoire de sa famille, la traduction dans l'histoire de sa famille de phénomènes qu'il a observés en tant qu'historien. Et en lisant les registres, par exemple, de Saint-Omer, il dit « De cette histoire de l'homme et de la femme devant la vie et devant la mort, j'avais une connaissance livresque. Ce fut un choc que de la vérifier dans ma propre famille et d'apprendre que ma grand-mère, non seulement avait perdu 5 enfants en bas âge sur 12, mais que, harassée par ses grossesses répétées, elle était morte en 1912 à 54 ans. » Donc, Ivan Jablonka, lui, va aller assez loin dans l'introspection scientifique, mais je ne vais pas y insister. Peut-être parler, pour terminer, de Martine Sonnet, qui, en mettant ces 2 récits en balance, a raconté finalement la pression que l'usine exerçait sur les travailleurs de la régie Renault, l'usure physique qu'elle impliquait. Elle sort clairement de sa position d'historienne, puisque ce qu'elle dénonce, c'est l'absence totale de considération de la régie pour la santé des travailleurs, notamment ceux de l'atelier 62 de la Forge, qui avait une espérance de vie tellement brève qu'en général, ils n'atteignaient pas l'âge de la retraite. Elle sort clairement de la neutralité historique quand elle écrit « Les mettre à la retraite avant 65 ans, ça tombait sous le sens quand on voyait à quel âge ils mouraient, mais pas pour tout le monde ».
Dans ce corpus, c'est sans doute Philippe Artière qui est allé le plus loin dans la déconstruction délibérée des genres et dans la mise en jeu de son statut d'historien. Son enquête, qui est très obscure, finalement, n'a cessé de se décentrer. D'abord pensée comme un projet qui justifiait sa présence à la Villa Médicis, elle a pris la forme de l'incarnation de l'aïeul disparu, avant de s'intéresser ensuite à l'assassin, le soldat qui poignarde le jésuite au détour d'une rue romaine, en passant par la lecture de son dossier judiciaire. Mais finalement, plutôt que de chercher à expliquer, Artière va préférer donner à lire l'archive dans un geste éminemment foucaldien. Et il est allé, lui, dans ce corpus, c'est peut-être celui qui est allé le plus loin en montrant une enquête, une recherche incarnée, même si celle-là le fait passer du côté de l'incompréhensible, du sacrilège ou du ridicule. Merci.